Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition en direct sur Evol. Aujourd'hui, on se plonge dans la culture, on s'immerge dans le cinéma, on voyage autour du monde, on navigue dans les jeux vidéo. Bref, bienvenue dans Express. Et je suis rejoint par mes fidèles compagnons de route, Zaz Purple, Lollipop, Loulou Emric et Dreamas. Bonjour à vous 4. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Depuis le lancement de Disney+, la Walt Disney Company estime avoir déjà dépassé les 50 millions d'abonnés. Mais qu'en est-il de la France? La plateforme en ligne satisfait-elle le public? Quelles sont les attentes pour la suite? On t'écoute, Dreamas. Comme vous le savez déjà, Disney+ est arrivé en France depuis le 7 avril et aujourd'hui, je vais donc vous parler du contenu qu'il propose. Au lancement en France, Disney+ propose à ses abonnés de découvrir 26 contenus dits Disney+ original, c'est-à-dire qui sont exclusifs à la plateforme de streaming par abonnement. À l'heure qu'il est, aucun n'a autant d'impact que la série Star Wars The Mandalorian, dont 4 épisodes sont déjà disponibles, tandis que les autres derniers seront diffusés tous les vendredis sur Disney+. Sachez par ailleurs qu'une 7e et dernière saison de Star Wars Clone Wars est également diffusée en ce moment même sur Disney+. La plateforme de streaming par abonnement de Disney propose également des films à découvrir en famille. Citons par exemple Togo avec Willem Dafoe qui s'inspire de la même histoire vraie que le film Balo. La Bête et le Clochard s'offre également une nouvelle jeunesse avec un remake en prise de vue réelle. On pourra aussi découvrir la romance adolescente américaine Stargirl ainsi que Timmy Fallure. L'histoire d'un petit garçon qui se rêve un grand détective accompagné de son ours polaire. Un certain nombre de documentaires sont aussi présents dans le catalogue de Disney+. Citons par exemple la série Le Monde selon Jeff Goldblum, où l'acteur part à la découverte du monde et des choses qui le passionnent. La série de 3 documentaires Il était une fois les Imagineers permet aussi d'entrer dans les coulisses des parcs d'attractions Disney pour découvrir comment sont créées les attractions par les Imagineers. Côté documentaire animalier, on peut aussi regarder Éléphant, qui se trouve être raconté en version originale par Meghan Markle, rien que ça. Disney+ a par ailleurs produit de nombreux contenus réalité, que ce soit des séries ou des programmes courts. On pense notamment à Pixar en vrai, qui s'amuse à transposer les personnages cultes des films Pixar dans la vraie vie pour voir la réaction des badauds. Marvel Projet Hero suit également des enfants qui essaient de faire la différence dans le monde. La série de 3 documentaires Chiens d'aveugle en devenir est dédiée, comme son nom l'indique, à la façon dont on éduque des chiots à devenir des chiens aveugles. D'aveugles, pardon. Citons enfin Sous les feux de la rampe, série de 3 docu-réalités qui propose à d'anciens membres de la chorale d'un lycée de revenir sur les planches pour chanter à nouveau bien des années plus tard. C'est tout pour moi. Merci Dreamas. Comme chaque semaine, nous allons faire un tour du monde en passant par les plus grands parcs à thème, où nous vous faisons découvrir à la fois les nouveautés de ces destinations de vacances,
mais également l'envers du décor. Regardez, c'est un reportage de Loulou Emmerich. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Parks & Resorts. Commençons comme à notre habitude en France avec le parc de loisirs Anima Park qui a décidé pour son 15e anniversaire d'innover en changeant de logo, de nom, mais également en ajoutant plusieurs attractions et même un nouveau spectacle. Effectivement, ce parc qui est situé dans la forêt de Burgos, en Haute-Garonne, à 35 minutes de Toulouse, a décidé de revenir à ses racines en ajoutant Occitanie dans leur nom. Un 15 doré est rajouté désormais au logo existant. Du côté des attractions, ce n'est pas une, mais deux attractions qui vont venir étoffer leur offre. Commençons tout d'abord avec une tour de chute qui sera construite par le fabricant italien SBF Visa Group. Son point culminant sera à 20 mètres, et elle se nommera White Tower Chute Infernale. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, cette attraction sera du type Drop and Twist. La deuxième attraction sera une montagne russe familiale, conçue par le même constructeur, et qui sera du type Spinning Coaster. Pour vous prendre un exemple concret, Crush Coaster à Disneyland Paris est du même type. Et elle se nommera Twister Colorado. Enfin, le spectacle sera joué dans un grand chapiteau et sera sur le thème du Far West. Ce show disposera de plusieurs animations et effets spéciaux. A noter qu'un nouveau personnage se nommant Rex fera son apparition, mais également la construction d'un troisième point de restauration ainsi qu'une deuxième boutique pour le plaisir des petits et grands. Comme vous le voyez, ce parc tente d'attirer de plus en plus les visiteurs, et cela est très prometteur à mon goût, sachant que lors de la dernière saison, ils ont accueilli pas moins de 147 000 visiteurs. Passons désormais en Europe et plus précisément en Allemagne. Le parc d'attractions Erlenisch Park Trip Drill, plus communément appelé Trip Drill, va s'offrir une nouvelle montagne russe pour petits et grands, qui se nommera Alf Huberkopf. Elle sera construite par l'entreprise néerlandaise Vekoma et sera donc un Suspended Thrill Coaster pour les connaisseurs. Elle vous emmènera à plus de 30 mètres de hauteur pour une vitesse maximale de 80 km/h. La longueur du parcours sera de 800 mètres. 4 inversions seront de la partie. A noter que le modèle est un prototype unique au monde. Mais ce n'est pas tout puisqu'une autre attraction du même constructeur est prévue non loin de là. Elle se nommera Voldampf et sera une montagne russe familiale de type boomerang. Le point le plus haut sera situé à 22 mètres. Les trains seront propulsés en avant et en arrière à une vitesse de 60 km/h. Le tout sur un trajet d'environ 500 mètres. Ces deux attractions entrent dans le projet de développement lancé en 2009 et approuvé par la municipalité de Klimbrunn. Attendons donc sa réouverture pour découvrir ce parc qui est le plus vieux d'Allemagne, ainsi que ses nouveautés pour le moins attirantes. Traversons désormais les océans pour aller aux États-Unis, et plus précisément à Six Flags Great Adventure. Ce parc est situé à Jackson dans le New Jersey et est connu pour avoir des montagnes russes à sensations en tout genre, 13 plus précisément. C'est également eux qui détiennent l'attraction la plus haute du monde, King Daka, avec ses quelques 127,4 mètres. Ils ont annoncé, il n'y a pas longtemps de cela, investir dans un nouveau Grand 8 qui sera conçu par l'entreprise Rocky Mountain Construction, plus communément appelée RMC. Elle sera presque unique au monde car elle utilisera les rails de type Raptor Track. Ces rails ne font pas plus de 38 cm de large, ce qui a comme inconvénient majeur de devoir faire des trains monoplaces. L'attraction se nommera Jersey Devil Coaster, cela sera la grosse nouveauté de 2020. Et accrochez-vous bien car elle disposera de 4 trains de 12 places chacun qui emmènera les visiteurs à une hauteur de 39 mètres. La chute sera inclinée à 87 degrés. Sa vitesse de pointe sera de 94 km/h. Pendant le parcours qui fera 914 mètres, les trains effectueront pas moins de 3 inversions. À tous les amateurs de sensations fortes, je pense que vous allez être servis. Rendez-vous donc cette année. Finissons avec une très bonne initiative prise par le parc Walibi-Rhône-Alpes qui a décidé d'offrir pas loin de 39 000 œufs en chocolat au personnel soignant qui se battent tous les jours et également les nuits pour lutter contre le Covid-19 et sauver des vies. Je trouve cet élan de générosité très sympathique, de plus que les fêtes de Pâques approchent à grands pas. J'en profite également pour vous rappeler de rester chez vous, c'est très important. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette chronique vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Parks & Resorts. Voilà pour ce petit tour du monde. S'il y a bien un média qui nous fait voyager sans sortir du canapé, c'est bien le cinéma. Nous vous avons encore préparé une petite sélection. Voici tout de suite la chronique cinéma.
Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Bravo! Il y a une seule question que tu dois te poser. Comment je résous le problème de que va-t-il se passer? Quand j'étais là-haut, abandonné, tout seul, est-ce que je me disais que j'allais mourir? Avanti! Azione! Ce confinement est l'occasion de découvrir de grands personnages de notre histoire, de notre culture ou encore de notre vie actuelle. Ce genre de film soulève le voile sur tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on ne sait pas. Voici les meilleurs films biographiques, toutes nationalités confondues. At Atlantis Gate, réalisé par Julian Schnabel. Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer. Saving Mr. Banks, réalisé par John Hancock. The Queen, réalisé par Stephen Frears. Voilà des personnalités bien différentes des autres. Laquelle vous a le plus marqué? On regarde autour de la table. Zaz Purple. Alors, moi, je pense que c'est Bohemian Rhapsody parce que Queen, c'est un de mes groupes musicaux préférés et le biopic, il est la performance de Rami Malek est pour moi pas extraordinaire. Le film reste bien lui-même. Merci Zaz Purple. Drinas. Alors moi, je suis complètement l'avis de Zaz parce que franchement, c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai vu au cinéma. Et j'adore Queen aussi, surtout ses chansons. C'est légendaire en même temps. Et j'apprécie beaucoup ce film. Merci Drimas. Loulou Emric. Alors moi, je suis du même avis que Dreamcast 92 et Zaz Purple. Ça serait donc Bohemian Rhapsody, que ce soit donc oui, par le succès de Queen, mais également de Freddie Mercury, hein, parce que on en parle aussi également beaucoup du succès donc qu'il a eu, mais également de ses excès. Et je trouve que ce film est plutôt sympathique et ça retrace bien l'histoire. Merci Loulou Emric. Lollipop. Je suis du même avis que tout le monde sur ce film. Bohemian Rhapsody est un très très bon film. Merci. Donc, Bohemian Rhapsody à l'unanimité, et je n'ai aucune surprise car je me doutais quand j'ai préparé la sélection que Bohemian Rhapsody allait plaire à tout le monde. Moi aussi, c'est un de mes préférés. Oui. Le plus beau remède contre la solitude et la tristesse, c'est bien la musique. Depuis sa création, le cinéma n'a jamais pu s'en séparer. C'est l'une des étapes charnières d'un film. Toutefois, pour ceux que je vous propose désormais, la musique est la pièce maîtresse. On regarde les plus beaux films musicaux. The Blues Brothers, réalisé par John Landis. Chantons sous la pluie, réalisé par Stanley Donen et John Kelly. Gainsbourg, Vie héroïque, réalisé par Johann Svar. Whiplash, réalisé par Damien Chazelle. On regarde ainsi autour de la table quel film musical vous a le plus bercé. Zaz Purple. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de préférence dans toute cette sélection. Enfin, il y a
il n'y a rien qui m'a vraiment plu. D'accord. Grimace. Alors moi, je dirais Gainsbourg, car c'est un Gainsbourg, chanteur Vieroïque. que j'apprécie bien et qui est très intéressant. Notez à noter que ce film, Gainsbourg vie héroïque, ne raconte pas l'histoire de Gainsbourg, mais l'histoire telle qu'elle aurait dû se passer, telle que on aurait voulu que ça se passe. Film incroyable. Loulou Henrik. Alors moi, je t'avoue que dans cette sélection, le film qui m'attire le plus reste Whiplash. Whiplash, l'histoire de ce batteur qui fait tout pour réussir. The Lollipop. Comme Zaz Purple, je n'ai pas de préférence dans cette sélection. Merci, Lollipop. Voilà pour la sélection. On reste dans l'univers du cinéma. La toute dernière création des studios Evol. Nous vous proposons de découvrir tout de suite un court-métrage tourné intégralement sur Minecraft. Il s'agit là d'une véritable déclaration d'amour à notre nature. Regardez.
Voilà, et rappelons que la nature est belle, alors protégeons-la. Depuis le début du confinement, la vente de jeux vidéo explose, mais à quoi jouer? On attend tes trouvailles avec hâte, ma très chère Lollipop. Mes petites trouvailles, j'en ai pas réellement. Ah. Et je me suis plus concentrée sur un jeu auquel je joue depuis à peu près mardi dernier, qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, sorti en mars, qui est un jeu de la licence qui a commencé par le premier Animal Crossing sur GameCube. C'est un jeu auquel j'ai joué sur Nintendo DS pour ma part, que j'avais très très bien aimé. J'ai pas eu celui New Leaf sur 3DS, et j'ai eu le dernier là qui vient de sortir. Donc le but d'Animal Crossing, c'est un bac à sable, c'est un jeu bac à sable comme Minecraft, où le but c'est on est un peu le créateur du jeu, il a créé ce jeu comme si on était dans la vraie vie. En gros, on arrive dans une nouvelle ville, on doit avoir une maison, on doit payer un loyer, on doit meubler sa maison et on doit faire des interactions sociales. Donc, le jeu Animal Crossing, c'est comme dans la vraie vie. Donc, quand on commence dans New Horizons, on arrive à un aéroport. Il nous demande, comme dans tout jeu vidéo, si on est une fille ou un garçon. Puis, il nous demande de choisir l'île sur laquelle on veut aller. Nous, comme on est en France, il nous propose directement l'hémisphère nord, mais on peut se mettre sur l'hémisphère sud. Et en fonction de là où on se place avec les îles, on peut récupérer différents types de poissons et différents types de papillons, sachant que ça inverse en fonction des saisons. Là, ce qui a été très drôle, c'est que pour la saison de Pâques, on a eu des œufs dans les arbres un peu partout qu'on devait récupérer, et on pouvait crafter des choses et les revendre à prix super cher. Et on récupère des clochettes, les clochettes qui sont la monnaie du jeu. Avec ça, on peut rembourser notre prêt auprès de Tom Nook.
qui nous permet d'agrandir notre maison. Donc, dans New Horizon, ce qu'il n'y avait pas dans les autres Animal Crossing, on peut débloquer d'autres pièces. Dans Animal Crossing sur DS, je sais pas. On peut débloquer d'autres pièces, donc on peut faire à peu près ce qu'il faut. Moi, ce que j'ai réussi à faire sur le jeu, c'est décorer ma pièce de salon en mode salon, cuisine, salle à manger, chambre. Et ma seconde pièce que j'ai débloquée juste il y a un jour, je l'ai aménagée comme si c'était une salle de bain. Donc en secouant des arbres, on peut récupérer des meubles, on peut s'acheter des meubles, on peut crafter les meubles. Ensuite, sur le Animal New Leaf, ce qui est sympa, c'est qu'on peut, on peut aller sur c'est des îles amies. Et donc, on peut récupérer des fruits et d'autres arbres qu'on peut revendre plus cher. Parce qu'il faut savoir que dans Animal Crossing, on peut récupérer des fruits. On a un fruit global qui se revend à petit prix. Et puis, il y a les autres fruits qu'on peut récupérer sur les autres îles, qu'on peut planter chez nous et les revendre. Et ça nous rapporte plus de sous. Et le but final, c'est d'avoir tout remboursé, d'avoir notre musée, d'avoir la boutique des Tom Nook pour récupérer les meubles, d'avoir la mairie. Comme ça, on peut mettre un thème, par exemple, de sonnerie pour la mairie, un hymne, une sorte d'hymne national, on peut changer le drapeau, on peut à peu près tout faire. Et ce qui est pas mal, je vous le conseille grandement, c'est un bon investissement, je trouve. Mais à 60 € sur Nintendo Shop, je vous conseille quand même de voir sur d'autres sites. Je vous conseille de voir sur d'autres sites s'il n'y a pas moins cher. Très bien, Bref, merci, voilà. Lollipop. On espère que vous saurez désormais à quoi jouer. Animal Crossing étant le jeu en ce moment en vedette. C'est l'un des studios les plus puissants d'Hollywood, mais pourtant il s'agit bel et bien à l'origine d'une société d'édition de comics. J'évoque évidemment le studio Marvel, dont tu vas nous parler, Purple. Exactement, Raven. Depuis le début de la pandémie, nous avons pu assister à de nombreux bouleversements dans les sorties ciné de l'année 2020. Je pense notamment aux blockbusters tels que le très attendu Mourir peut attendre, la suite des aventures de 4 ans après Spectre, ainsi que Fast and Furious 9 et Sans un bruit 2. Alors que tous ces concurrents directs ont repoussé les dates de sortie de leurs films, Disney est quant à lui resté muet du moins jusqu'au début de la semaine dernière, où il annonça la phase 4 du Marvel Cinematic Universe repoussée. En effet, le 1er mai 2020 aux US et le 29 avril 2020 en France devait sortir le premier film de la phase 4 du MCU. Il s'agissait de Black Widow. Même si les fans s'en doutaient, sa possible sortie en VOD et sur la nouvelle plateforme Disney+, sortie ce 7 avril, n'a pas été le choix de Kevin Feige et de Disney. En effet, ils décidèrent de chambouler tout le planning du MCU, repoussant tous les films à une date postérieure. Qu'est-ce que cela signifie ? Au lieu que le film Black Widow sorte le 1er mai 2020 aux US, il sortira le 9 novembre 2020, à la place du film Marvel The Eternals, deuxième film de la phase 4 qui sortira quant à lui en février 2021. Vous pouvez voir à l'écran les nouvelles dates des films Marvel. Quelles sont les conséquences ? Il n'y a pas vraiment de conséquences du côté de Disney car nous savons bien que le géant américain ne possède pas uniquement le MCU, mais aussi les studios Pixar, Lucasfilm, la Fox, etc. Pour dire, Disney ne s'inquiète pas pour son avenir économique, étant donné que le film Mulan sortira bien cet été, ainsi que le film Disney Pixar Soul en juin. Enfin, Disney peut compter Marvel, comme Falcon et The Winter Soldier, sur la plateforme Disney+, dont la date initiale reste fixée. Voilà, merci Purple. Je vous propose désormais de plonger dans une histoire, et pour ce premier numéro, je vous amène dans l'univers de la télévision, en vous racontant l'histoire de Disney Channel. Depuis 1983, elle est diffusée aux États-Unis et son succès n'a jamais cessé d'évoluer. Mais comment Disney a su implanter ses programmes en France ? Quelles sont les recettes de son succès ? Comment ses films et ses séries ont évolué ? Comment la chaîne a su s'adapter à la diversité ? Comment va-t-elle évoluer dans ces prochaines années ?
Voici de suite la story Disney Channel. Si Disney Channel s'implante en France en 1997, ce n'est absolument pas le début des programmes Disney en France. De 1985 à 1988, France 3 diffuse le Disney Channel, une émission reprenant certains programmes de la chaîne américaine, du même nom, présentée par Guy Montagnier ainsi que par Vincent Perrault. L'émission connaît un succès très conséquent auprès du jeune public en proposant des productions télévisées telles que Davy Crockett, Les Aventures de Winnie l'ourson ou encore Signé Zorro. Après 5 saisons, Disney signe avec TF1 afin de proposer plusieurs émissions jeunesse portant le label Disney. On retrouvera ainsi Disney Parade, présentée par Jean-Pierre Foucault, et par les différentes ambassadrices de la marque, mais également Disney Club, diffusé les mercredis. En 1992, l'ouverture de Disneyland Paris, connue à l'époque sous le nom d'Euro Disney ou Euro Disneyland, est diffusée dans le monde entier à la télévision. En France, c'est TF1 qui la diffuse, avec comme présentateur, encore une fois Jean-Pierre Foucault, qu'on nommera très vite l'oncle Disney, ainsi que David Hallyday, très proche de la production américaine. Les années passent et encore une fois le succès est énorme. L'émission sera diffusée jusqu'en 1998. Un an auparavant est lancé sur Canal Satellite Disney Channel, déclinaison française de la chaîne américaine éponyme, appartenant au groupe Disney ABC Television Group, dont le succès arrive très vite. Si Disney Channel fonctionne, c'est principalement grâce au succès de ses séries et de ses téléfilms. Et quand je vous dis téléfilm Disney Channel, je n'ai aucun doute sur le fait que vous pensiez directement à High School Musical, qui a mis à l'honneur la chaîne avec ses 56 millions de fans à travers le monde et sa diffusion dans 150 pays. Il est même assez intéressant de voir que le nombre d'abonnés à la chaîne entre 2006 et 2010 double, passant de 1,9 million de téléspectateurs à 5,4. Disney comprend aussitôt que l'une de ses grandes réussites est d'arriver à mêler musique, danse, intrigue amoureuse et comédie. Ce principe sera en effet utilisé dans de multiples autres téléfilms tels que Camp Rock en 2008, Teen Beach Movie en 2013 ou encore Descendants en 2015. Toutefois, s'il y a une série qui a fait tourner les projecteurs sur la chaîne, c'est le succès planétaire et phénoménal de 2012 de Violetta. La série, ayant été créée de façon très confidentielle et destinée au départ à être seulement diffusée en Amérique latine, connaît très vite un succès énorme et arrive très vite sur les écrans du monde entier. La France ne déroge pas à la règle et le jeune public trouve très vite un intérêt pour les histoires d'amour et le destin de cette jeune adolescente découvrant son talent pour la chanson. La série s'étale sur 3 saisons de 80 épisodes chacune et permettra la programmation de 2 tournées internationales dont les billets se sont vendus en France dans une seule journée. À la suite du succès de cette telenovela, à la recette bien argentine, Disney Channel programmera en 2016 Soy Luna, elle aussi composée de 3 saisons et qui provoque également 3 tournées internationales, puis en 2019 Bia, basée sur la même recette. Un reproche est fait à Disney Channel en dehors de la niaiserie de ses intrigues. Il s'agit du manque de diversité dans ses personnages. En effet, dans l'ensemble de ses programmes, la figure du personnage type reste l'ado blanc, hétérosexuel et de famille largement aisée. 2 séries vont par la suite démentir ces clichés pour proposer de la diversité au pays de la standardisation de la culture. La première série sort en 2017 et est connue sous le nom d'Andy Mac, composée elle aussi de 3 saisons. Elle évoque les joies de l'adolescence que découvre Andy avec l'aide de sa famille et de ses amis Cyrus et Buffy. Elle va également découvrir son amour pour un camarade de classe, John Abeck. La série a connu une vague très conséquente de censure au Kenya, ainsi que dans le Moyen-Orient et en Afrique, due à l'homosexualité très clairement déclarée du personnage de Cyrus, interprété par Joshua Rush. En effet, au cours de la série, ce personnage fait ouvertement son coming out et démontre son amour pour un de ses copains en fin de série. Ce qui fait de lui le premier personnage homosexuel de Disney Channel et l'un des premiers personnages ouvertement gays de l'histoire de Disney. Disney Channel ne s'arrête pas là. En 2018 sort Find Me in Paris, ou Léna rêve d'étoiles en version française. Il s'agit là d'une coproduction française, allemande et belge, traitant de l'histoire de Léna, jeune princesse russe vivant en 1905 et qui voyage dans le futur par accident. De ce fait, elle se retrouve en 2018 et doit s'intégrer, ainsi que prendre les habitudes des jeunes de notre époque et intégrer l'école de danse de l'Opéra National de Paris, en attendant qu'on vienne la chercher. Dès le premier épisode,
on apprend qu'un des personnages principaux de la série, Jeff, est attiré par un autre protagoniste masculin. Il lui avouera, mais toutefois sortira avec d'autres garçons. Il est ainsi le deuxième personnage homosexuel de l'histoire de Disney Channel. Malgré toute cette évolution, une question se pose. Que vaut la chaîne face à la plateforme de streaming Disney+, sortie ce mardi? La réponse se trouve dans la stratégie de Disney France de ces dernières semaines. En effet, après avoir été diffusé gratuitement depuis 2011 sur ce qu'on appelle les FAI, c'est-à-dire sur les réseaux utilisant Internet pour la diffusion tels que Freebox, SFR ou encore la télévision d'Orange, Disney et Canal+ ont annoncé qu'à compter du 8 avril, c'est-à-dire mercredi dernier, Disney Channel sera diffusé en exclusivité sur Canal+. Ainsi, on comprend là qu'il y a une volonté de la part de Disney de mettre à l'honneur les programmes disponibles sur Disney+, quitte à ce qu'on oublie Disney Channel. Voilà pour la story. On vous propose, comme la semaine dernière, de vous plonger dans un univers cinématographique passionnant. Regardez quand cinéma et histoire font ménage ensemble, ça donne ça. Reportage d'Aurélien. Bienvenue dans l'univers des films d'époque français. À la guerre comme à la bataille, armé au fusil et entré dans ciné-univers. Mon premier s'appelle La Rafle, réalisé par Rose Bosch en 2009. On se retrouve en 1942, en France. Joseph a 11 ans, lui et ses copains apprennent la vie dans un Paris occupé par les Allemands. Ils sont juifs et ont trouvé refuge sur la butte Montmartre. Le 16 juillet 1942, au beau matin, leur bonheur bascule vers le malheur. 13 000 raflés sont entassés dans le Vélodrome d'hiver. Ce film suit les réels destins de ceux qui ont orchestré, de ceux qui ont eu confiance, de ceux qui ont fui. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. En zone occupée, votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. Il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. Ils disent que cette fois ils prendront même les enfants. Attendez-moi les gars, soyez fervents. Mon second se nomme Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel en 2017. Nous ne sommes plus en 1942, mais en 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise se révèle aussi dangereuse que spectaculaire. Le film a remporté 6 prix au César, meilleur réalisateur pour Albert Dupontel, meilleure photographie pour Vincent Mathias, meilleur costume pour Mimi Lampicka, meilleur décor pour Pierre Kefléan, puis César de la meilleure adaptation. En effet, ce film est tiré du roman de Pierre Lemaître, publié le 21 août 2013. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après? Il dit on se barre avec la caisse. Mon dernier s'inscrit sous le nom de L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richer en 2018. Ce film historique, policier et d'aventure traverse l'histoire du seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays français, François Vidocq. Après avoir été retrouvé et accusé de meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté.
Il rejoint la police en échange de sa liberté. Il obtient des résultats exceptionnels qui ne plaisent pas à ses confrères policiers. Vincent Cassel, Fabrice Lucchini, Olga Kurilenko sont à l'affiche du film. Et à quel prix? Ma lettre de grâce. Ah bon, rien que ça. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi peut-être, d'autres pas. Je peux rendre des services, obtenir une lettre de grâce, par exemple. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé? J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Voilà, merci Aurélien. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe d'avoir participé. Merci à la régie. Quant à vous, on vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Très bonne soirée à tous. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Alors oui, aujourd'hui c'est le 1er avril, mais pas de poisson, ok? Aujourd'hui j'ai envie de vous donner une info vraie. Est-ce que vous savez ce que le professeur Raoult a dit quand il a eu l'idée pour la chloroquine? Il n'a pas dit Eureka ou bon sang, mais c'est bien sûr, non, non. Il a dit Yes! Chloroquine, t'es ma copine. Chloroquine, tu me fascines. Papa, viens jouer avec moi. Oui, mon amour, bien sûr. Papa, viens jouer avec moi, s'il te plaît. Oui, mon amour. Je suis mal coiffé, je suis mal rasé, je ressemble au mec de KFC. Peut-être les gars, mais c'est quand même moi qui ai eu la bonne idée. Chloroquine, wouh, t'es ma copine. Ouais, chloroquine, tu me fascines. La 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 la. Chloroquine, tu me rends fou. Oui, mon amour. Papa, viens jouer avec moi. Oui, mon amour. Papa, c'est toi? Miaou. Miaou. Papa, je sais qu'on a peur de ça. Viens jouer avec moi, s'il te plaît. Oui, mon amour. Ce foutu corona. Corona? Viens jouer avec moi! Je te vois, papa. Tu veux jouer avec moi? Au fond de ton lit, ah, tu t'ennuies, Hakuna Corona. Plus obligé, sauf si ton slibard commence à coller. Voilà, eh voyons. Confiné, enfermé, Je commence à me faire scié.